Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Hector, bonjour chers téléspectateurs. Hugues Hector Zogo, vous toussez trop ce matin, bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore. En tout cas, le plaisir est pour nous. Est-ce qu'il y a un chat dans votre gorge ou bien vous êtes... Il est passé. Le chat est passé, donc on n'entendra plus de tout. Non, c'est bon. En tout cas, on n'en a pas besoin parce que les oreilles des téléspectateurs doivent bien écouter ce que vous avez à dire sur ce plateau. Je vais démarrer Oumar Adéandjou, Hugues Hector Zogo, par donc, le lancement du Hajj 2025 qui s'est déroulé hier du côté du ministère des Affaires étrangères. L'on apprend que le gouvernement a pris donc des mesures et a subventionné chaque pèlerin de 308 000 francs CFA, alors que l'année dernière, la subvention était de 100 et quelques mille francs. Ça veut dire que le gouvernement a fait encore plus d'efforts. J'espère que vous avez suivi les unes. Les unes ont parlé les unes que les autres que de ce lancement du Hajj. Oumar Adéandjou, le gouvernement a le souci et se préoccupe des bonnes conditions des participants au Hajj 2025. Oui, très belle initiative. C'est vrai que c'est de l'ordre de la religion, c'est de l'ordre de la foi et de la croyance. Mais vous savez, quand des groupes de personnes sortent du pays et se rendent quelque part, ce n'est plus à partir de cet instant seulement leur religion qu'on voit. Ce n'est plus seulement, comment on appelle, leur foi que l'on voit. Mais on voit également ce qu'ils sont. Et ce que nous sommes, c'est notre pays également. C'est l'image que nous, c'est-à-dire nous donnons, nous reflétons aux autres de ce que notre pays est. Et je pense que le gouvernement a bien pris conscience de cela. C'est-à-dire que les pèlerins béninois, désormais, quand on va les voir, on les verra comme des gens, enfin, comme on veut les voir. Pas des gens qui dorment dans les aéroports, qui passent des nuits à l'aéroport dans l'espoir qu'un jour il y aura un vol pour se rendre au Hajj, comme on a observé dans le temps. Les gens partaient, repartaient, d'autres quittaient le nord, d'autres quittaient, je ne sais pas moi, dans les contrées les plus reculées et venaient jusqu'à Cotonou dans des conditions très compliquées et ils restaient encore à l'aéroport et sans pouvoir donc s'envoler donc pour Riyad. Voilà. Ah oui, donc, on en a vu, hein? On en a vu pas mal, beaucoup. Donc oui. si le gouvernement s'y prend très tôt cette fois-ci, on a plusieurs mois, je crois, du Hajj, mais on s'y prend déjà très tôt, on met les choses en place afin que tout soit, le mécanisme soit bien huilé avant que les pèlerins ne commencent à arriver. Et la subvention également, je pense que ça va soulager pas mal de personnes. Moi, étant musulman, je sais qu'aujourd'hui, je sais ce que ça coûte, notamment du fait donc du coût des billets d'avion et tout. Vous êtes déjà allé Non, j'ai jamais été à la Mecque, mais je suis musulman dans la famille. Vous attend, les gens on y vous vont attend régulièrement. C'est une prière. Votre retour sera une grande fête. Ben écoutez, on fera la fête, ça sera comme vous voulez. C'est l'un des piliers de la religion musulmane et il n'y a pas de raison que tout musulman ne s'y conforme pas dès qu'il en a les moyens. Voilà. Donc, je disais que c'est essentiel la subvention que le gouvernement a accordée donc à chaque pèlerin et ça a augmenté cette année. Donc, ça veut dire que l'effort est en hausse par rapport à ce qui a été fait. Et il y a des mesures également qui sont faites par rapport au passeport. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui posait beaucoup de problèmes dans le temps. Et avec toutes ces mesures, je pense que désormais, les pèlerins béninois seront peut-être les mieux traités de tous les pèlerins, peut-être même africains. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Mais ce que je vois là, je pense que c'est une très bonne chose. C'est des milliers de nos, comment on appelle, de nos concitoyens qui sont concernés. Il n'y a pas de raison qu'on ne jette pas un regard dessus. Et comme je l'ai dit, au-delà de leur foi religieuse, au-delà de, comment on appelle, de leur croyance, de leur obédience religieuse, il est important également de voir à travers ce groupe de personnes-là des Béninois. Et ça, je pense que le gouvernement en a pris conscience et se bat donc par rapport à ça. Et ça, c'est à saluer. Et je pense que c'est sûr que la communauté musulmane également voit cela d'un très bon œil. Et je suis sûr que peut-être très bientôt, les gens feront des délégations pour remercier également le chef de l'État pour tout ce qu'ils font également. Il ne faut pas oublier également les
associations de, comment on appelle, de religieux musulmans, de toutes ces personnes-là qui se mettent ensemble pour donc aider les pèlerins et tout ça. Voilà, donc l'Union islamique et tout ce l'Union islamique, les agences agréées. Voilà, toutes ces personnes-là, c'est des personnes aussi, j'espère que le gouvernement les associe à ces démarches parce que c'est essentiel également. Ce sont eux qui vont convoyer les gens des contrées vers Cotonou avant de prendre le vol. Il est bon également de les prendre en compte, de les mettre dans le système également afin qu'on puisse vraiment voir véritablement clair parce que ceux-là sont vraiment au contact des gens également. C'est eux quelquefois même comment on appelle, les agences de voyage qui envoient les gens à la Mecque. C'est eux qui ont le contact là-bas avec les gens et je pense que si le gouvernement se met vraiment avec ces personnes-là, ça sera chaque fois très bien organisé. Le gouvernement s'implique davantage et prend des dispositions colossales pour que même les failles de l'année dernière soient corrigées, que les conditions dans lesquelles les pèlerins vont vivre à l'Arabie Saoudite soit améliorées. Par exemple, le nombre de personnes par chambre, le gouvernement est strict, ça ne va pas dépasser 4, alors que l'année dernière, ils ont dépassé 4, ils étaient 6 par chambre. Le gouvernement dit non. L'autre chose également, le coût total de la participation est de 3 600 000 francs par pèlerin. Ça n'a pas changé. L'année dernière, c'était également 3 600 000 francs, mais on observe donc que c'est plutôt la subvention qui est augmentée et qui a augmenté plutôt et qui est passé de 100 et quelques mille à 300 000. Je voudrais commencer par remercier toute la communauté musulmane qui de plus en plus se comporte en de très bons citoyens. Parce que vous savez, nos frères musulmans pouvaient, à partir de leur posture, se dire que c'est une question de religion, c'est une question de foi, et donc de ne pas chercher forcément à suivre les recommandations de l'État. L'État pourrait bien mettre en place des dispositions et de façon parallèle aussi, la communauté musulmane ne serait pas restée à suivre ces recommandations-là. Donc, pour moi, les premiers acteurs à pouvoir saluer, ce sont nos frères musulmans. Deuxième chose sur laquelle je voulais quand même insister, c'est que depuis plusieurs années dans notre pays, chaque gouvernement travaille à sa manière à accompagner nos religions. Quand je prends par exemple l'Église catholique, je me réfère par exemple à la célébration du centenaire de la basilique Immaculée Conception de Ouidah. À l'époque, c'était sous la présidence du docteur Thomas Boniyahi. Et l'Église catholique avait besoin d'un accompagnement pour changer, par exemple, toute la toiture, parce que la basilique étant déjà un bâtiment centenaire, il fallait rénover pratiquement tout et permettre effectivement donc que les fidèles chrétiens catholiques puissent assister à une très belle fête. Quand on parle de centenaire, vous mesurez un peu ce que ça représente. Mais l'État n'a pas manqué d'apporter sa contribution à l'époque. Et c'est de la même manière quand il s'agit de quelques jubilés, par exemple, au niveau de l'Église catholique. Le gouvernement a souvent été là pour apporter la contribution de l'État béninois. Donc, vous avez vu, en janvier dernier, on a parlé des Vodou Days, avec tout l'engouement que cela a suscité. À un moment donné, certaines personnes se sont même demandé est-ce qu'on est effectivement un État laïque. Cette question-là est survenue. Oui, bien évidemment, parce que les gens ont constaté qu'il y avait l'appui du gouvernement à cette communauté endogène qui célèbre autrement, désormais dans notre pays, le vaudou. Et voici qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec nos frères musulmans. Je fais ressortir ces différents éléments-là pour que l'on puisse comprendre que le Bénin reste et demeure effectivement un État laïque. Et que nos dirigeants, d'une manière ou d'une autre,
travaille à une certaine équité. Qu'on ne dise pas, il y a telle communauté qui est biaisée à travers l'appui qu'on lui concède. Vous savez, quand on parle du Hajj, dans la vie de tout bon musulman, c'est le rêve qu'il nourrit. Et il espère que Dieu puisse lui donner les moyens de pouvoir se retrouver à la Mecque pour ce pèlerinage-là. Parce que, suivant les piliers... C'est l'un des piliers, non? Oui, c'est l'un des 5 piliers. Ou bien c'est le pilier principal? Non, il y a 5 piliers. Voilà, donc l'un des 5 piliers... Nous avons appris ça en classe de 5e. Exactement. Qui permettent aux musulmans de son vivant de parvenir à se dire qu'il a effectivement accompli sa religion. Il a répondu présent aux recommandations, aux instructions de sa foi. Et donc, aujourd'hui, je me dis, voilà encore une preuve de ce que l'État travaille au respect de la laïcité dans notre pays. Vous mettez l'accent sur la laïcité? Oui, je mets l'accent sur la laïcité parce que dès qu'on entend parler de 700 millions, puisque quand on évalue le coût, ça fait pratiquement 2300 pèlerins béninois. Vous mesurez 700 millions, on va se dire, ah oui, l'État a mis 700 millions pour accompagner les musulmans. Et ça pourrait créer, à la limite, de la jalousie chez d'autres. Mais juste en janvier, on était déjà avec nos frères qui pratiquent la religion vaudou. Souvent en Pâques? Pas Pâques. Déjà à décembre, on se retrouve avec les christianistes célestes. Oui, du côté de Sémé. Du côté de Sémé. Oui. Vous avez vu tout l'accompagnement de l'État pour que l'on puisse assister à une très belle activité, à un très bon pèlerinage. Et on a vu même une délégation des partis politiques sur place. Bon, je ne parlerai pas des partis politiques. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est la contribution de l'État, donc la contribution du gouvernement. Voyez-vous, donc pour moi, c'est une très bonne chose de ne pas discréditer les différentes confessions religieuses au sein de notre pays. Discréditer, vous voulez dire... Oui, parce que ce qui est fait là... De ne pas discréditer, oui, d'accord. Ce qui est fait là, c'est pour pouvoir accompagner chaque confession religieuse. Oui. J'ai donné l'exemple de l'Église catholique, par exemple. J'ai donné l'exemple du culte vaudou. J'ai même parlé des christianistes célestes, tout ça. Donc, c'est pour vous dire que cette manière-là de gérer les affaires de l'État rehausse davantage l'image de notre pays. Et pourquoi? On parle de 2300 fidèles musulmans. Quand ils vont se retrouver sur la Terre Sainte, comme on le dit, pour leur pèlerinage, ils vont se retrouver d'une manière ou d'une autre avec le drapeau béninois. Donc, quand on les regarde, on sait que ceux-là, c'est des citoyens béninois. Les gens vont commencer par les regarder. Dans quel environnement se retrouve-t-il? Parce que voilà la foi de l'intéressé qui lui recommande, s'il a les moyens de faire au moins le pèlerinage. Il a pris peut-être plusieurs années à se préparer pour faire l'économie. Il se dit, le plus important pour moi, c'est d'être conforme à ce que ma religion me demande. Et donc, même si je trouvais l'argent du pèlerinage et je n'arrivais pas à trouver grande chose, ne serait-ce que pour manger pendant cette période-là, au moins j'aurais pu mettre pied sur la Terre Sainte. Donc, quand la personne, le fidèle se retrouve dans cette dynamique-là et que l'État maintenant prend l'engagement d'apporter une contribution en termes de subvention pour accompagner, rassurez-vous, ce citoyen-là, quand vous allez le retrouver, il va être encore plus épanoui, plus heureux, plus rayonnant, et plus donc, enthousiaste, exactement, plus engagé pour la République. Évidemment. Donc ça rehausse l'image de notre pays à l'international. Donc pour moi, ce n'est pas seulement une question de l'État apporter une contribution, mais l'État apporte certes une contribution à ses enfants, mais ces enfants-là deviennent sur le sol, sur la Terre Sainte, des citoyens honnêtes, des citoyens qui vont bien se comporter parce qu'ils vont se dire, nous avons l'État béninois qui nous a accompagnés.
Nous n'avons pas intérêt à mal nous comporter ici. Absolument. Parce que si nous le faisons, on dira que ce sont des Béninois. Quel retour partagé une fois qu'on se retrouverait sur notre territoire. Ça aurait été une honte. Une honte non seulement pour nous-mêmes, mais une honte pour nos dirigeants religieux. Et donc, ça devient aussi une sorte de pression morale pour les dirigeants religieux. Ceux-là qui vont être leaders pendant cette période-là, pour accompagner le reste des fidèles, à se dire, écoutez, vous aviez vu comment notre État nous a accompagnés. Notre État s'est investi. Notre État s'est investi pour que nous puissions présenter une très bonne image de notre pays à l'international. Faisons l'effort de mieux nous comporter. Absolument. Un dernier aspect qui peut même être... Oui, le dernier, qui peut même fonder cette démarche de l'État, c'est que quand nous avons besoin de prière, nous disons, allons vers les musulmans, allons vers les chrétiens catholiques, allons vers les vaudounos pour consulter le fa, ainsi de suite. Mais au moment où nous demandons, au moment où nous souhaitons que nos frères puissent prier pour que la paix règne dans notre pays, qu'est-ce que nous faisons en retour pour leur démontrer que oui, effectivement, la paix que nous recherchons, pour laquelle ils ont travaillé à jeûner pendant des mois, que cette paix-là, nous l'avions effectivement acquise, que nous continuons à la chérir et que nous prenons l'engagement maintenant d'être reconnaissants pour ce sacrifice-là qu'ils ont fait. Donc pour moi, ils sont en train de partir pour le pèlerinage. En partant, nous allons leur confier encore notre pays, qu'ils puissent se retrouver sur la Terre Sainte et prier pour notre pays, mais au même moment où nous leur demandons quelque chose, nous apportons une maudite contribution, une symbolique contribution pour dire voici ce que nous avons, voici ce que l'État qui vous demande de prier pour la nation entière, voici ce que l'État met à votre disposition. Donc voilà, en termes de reconnaissance, donc pour moi, le pèlerin qui se déplace dans cet esprit-là, dès qu'il y va, même en priant pour ses proches, même en priant pour lui-même, il se souviendra forcément de son pays. Il va travailler à ce que la paix puisse continuer par régner dans notre pays, le Bénin. Et la paix n'a pas de prix. Très bien. Vous n'avez pas envie de dire quelque chose, sinon que le ministre des Affaires étrangères a quand même relevé un point. Il a constaté que l'année dernière, il y a certaines sociétés agréées qui n'ont pas respecté tous les consignes, qui ont fait voyager des gens, qui ont des visas touristes et qui les ont fait infiltrer dans le rang des pèlerins comme béninois et tout. Il a mis en garde. Le ministre a mis en garde. Il a dit que le gouvernement sera intransigeant cette année par rapport à ceux-là qui font des fraudes pour infiltrer des gens et tout ça là. Et moi, je pense qu'il faut être vraiment regardant par rapport à ça. Sinon, tout ce qu'on a mis en place comme mesure ne sera plus finalement bien respecté. On a dit 4 personnes, par exemple, par chambre. Et si jamais des gens infiltrent d'autres personnes, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à plus de 4 dans les chambres. Et ça aussi, c'est une mauvaise image, finalement, qu'on va donner du pays, alors que le gouvernement travaille donc à donner une très belle image du Bénin. Et tout le développement d'Hector a été très beau ce matin par rapport à ces mesures-là du gouvernement. Et ce que moi je vais ajouter par rapport à ça, c'est que vous voyez, lorsqu'on organisait les Vaudou Days dans le temps, dans certaines communautés, on pouvait entendre des choses du genre, oui mais vraiment, ce talent, lui, il aime beaucoup ces gens-là, hein, il aime beaucoup les histoires liées au Vaudou. Il n'y a pas que le Vaudou au Bénin. Voilà. Moi j'ai entendu des gens dire ça. Hein. Donc finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est comme Hector l'a dit, le Bénin est un pays laïque et l'État travaille pour donc le faire comprendre à tout le monde et le faire accepter par tout le monde. Mais au-delà de ça, c'est également notre vivre ensemble que le gouvernement est en train de consolider en agissant ainsi. Parce que tous ceux qui voyaient d'un mauvais œil, le fait qu'on donnait beaucoup de subventions du côté du Vaudou, on organisait des choses toujours liées au Vaudou, finalement, on voit que l'argent n'est pas seulement donné à ce qui est donc lié au Vaudou, il y a l'argent également pour les autres religions. Absolument. Il a cité le centenaire de la basilique de Ouida, Immaculée Conception de Ouida. Il a donné plein d'autres exemples. Et aujourd'hui, ce sont les musulmans. Je pense que les musulmans aujourd'hui aussi pourront donc conclure que, effectivement, nous ne sommes pas seuls au Bénin, c'est vrai.
mais on pense également à nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Ce gouvernement travaille. On a réclamé pendant très longtemps le social, le social. Je pense que ça, c'est une pathologie du social. Parce que toutes ces personnes-là qui essaient de réunir de l'argent toute leur vie pour pouvoir, dès qu'elles auront un certain âge, aller à la Mecque et respecter donc ce pilier-là de l'islam, parce que c'est le plus, on va dire, bon, pas sur le plan de la foi, c'est peut-être pas le plus contraignant, mais c'est le plus difficile en termes de moyens. Voilà. Donc, quand les gens travaillent toute leur vie, qui veut. C'est pas la porte, voilà, la cabane, c'est pas à la porte d'à côté. Il faut quand même prendre un avion et préparer tout le voyage, son séjour là-bas, ce que tu vas manger là-dedans. C'est beaucoup de moyens. Donc, ils travaillent toute leur vie en réalité pour pouvoir donc s'offrir ce voyage-là. Et ça compte pour nous musulmans. Je vous ai dit, on a 5 piliers. La profession de foi, reconnaître que le prophète, il y a un Dieu, et que le prophète Mahomet et tous les autres prophètes, Issa, Jésus, Moïse et tous les autres, sont bel et bien ces prophètes. Ça, c'est la profession de foi. On quitte là, on tombera sur le ramadan, c'est-à-dire le jeûne du ramadan, et l'aumône obligatoire, la zakat. Et après ça, vous verrez la prière, les 5 prières, et je crois il y a également, comment on appelle ça, j'en oublie, mais il y a 5 piliers dans l'islam, et ces 5 piliers-là sont très importants pour donc, les musulmans. Donc c'est essentiel de pouvoir les accompagner. J'ai bien dit tout à l'heure, c'est des milliers de compatriotes qui sont concernés, et il n'y a pas de raison que le gouvernement n'ait pas un regard et également sur la réussite, sur ces personnes-là. Et je vous ai vu tiquer quand je lisais les unes des quotidiens par rapport à cette décision de la Cour où les journaux ont profité pour aller dans tous les sens, recours de INS, jeter à la poubelle. Je vous ai vu tiquer. Mais c'est plutôt de l'irrecevabilité de ce recours que nous allons parler sur ce plateau. Hugues Zogo. Oui, effectivement, c'est important de mettre l'accent sur cette décision rendue par la Cour constitutionnelle à la journée d'hier. Beaucoup d'organes de presse sont revenus avec des titres qu'on pourrait taxer de controverses, mais la décision de la Cour constitutionnelle par rapport donc, à la saisine de l'ancien présidentiel Christian Laindé, ancien ministre sous le général Mathieu Kérékou, c'est l'irrecevabilité. Donc, on devrait se limiter simplement à ça, au lieu d'aborder... Je dis qu'il n'y aura pas de 3e mandat, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. Non, même pour les organes qui ont parlé en disant qu'il n'y aura pas de 3e mandat, c'est tout à fait normal, c'est compréhensible parce que voyez-vous, la presse aussi est en train de jouer un rôle assez fondamental. C'est une guerre de communication entre griffes qui ne dit pas à son nom. Le chef de l'État, vous connaissez très bien sa position. Il a fait savoir il y a juste quelques mois en arrière que peu importe la personne qui se retrouve à porter un rêve pour être chef d'État dans notre pays, à aucun moment il doit faire plus de 2 mandats de toute sa vie. De toute sa vie. Et d'ailleurs, ça a été inscrit au niveau de notre loi fondamentale. Jusqu'à preuve de contraire, même le chef de l'État aussi est revenu sur la question en signifiant que ce soit dans une nouvelle république ou que ce soit dans une ancienne république, le plus important, c'est de retenir que de la vie de la personne, il ne peut pas avoir au-delà de 2 mandats. Tant que cette disposition-là est donc prise est maintenue au niveau de la loi fondamentale, de la Constitution de notre pays. Et il ne peut pas avoir un 3e mandat. Maintenant, quant à la question d'irrecevabilité du recours, c'est assez simple. Le requérant, il a demandé à ce que la Cour puisse donner son avis. Il a demandé à ce que la Cour puisse donner son avis par rapport à un certain nombre de choses. Mais en réalité,
c'est seulement le chef de l'État qui doit pouvoir... Il n'est pas la personne la mieux placée à demander l'avis de la Cour. Il n'est pas la personne la mieux placée à demander l'avis de la Cour. Il ne devait pas formuler le recours en ces termes. Exactement, il ne devrait pas formuler le recours en ces termes. Donc, c'est une question, je vais dire, assez technique, qui a donc permis rapidement aux sages de la Cour constitutionnelle de pouvoir vider le dossier. Vous savez que c'est une période assez sensible où les sages aussi ont assez de pression qu'ils subissent pendant cette période-ci. Donc, c'est quelle période déjà? On est en train d'apprêter les élections de 2026. Année préélectorale. Et voilà, donc ça fait que déjà, on est en train d'apprendre que d'ici le mois de mai, on va connaître les candidats de la mouvance présidentielle. Depuis octobre? On va commencer par, on va les connaître. D'accord. Ouais, on va les connaître. Donc, à partir de ce moment aussi, déjà, vous avez, en mai, vous avez des indices pour vous faire une idée de ceux qui pourront représenter la mouvance, par exemple. D'ici à mai, vous voyez qu'il y a juste quelques 4 mois qui nous séparent. Et donc, ça veut dire qu'on est en plein, effectivement, dans le processus électoral actuellement. Et tout ce qu'il y aura comme recours par rapport aux élections doit pouvoir être traité avec beaucoup plus de sagesse. Et donc, nos sages de la Cour constitutionnelle, je pense qu'ils sont en train d'y veiller. Et quand vous parcourez un peu les plateformes numériques, vous sentez que le peuple est en joie, le peuple est content de la décision. Ils ont gagné à la loterie? Oui, mais c'est plus que gagner à la loterie, parce que la dernière Pourquoi décision... les gens étaient inquiets? Oui, c'est normal, puisque tout le monde se dit, que dira la Cour? Dès que la Cour tranche, c'est fini. La Cour aurait... Ah bon, donc ils sont en joie? Beaucoup sont en joie. La Cour aurait parlé, par exemple, de recevabilité. Donc vous aviez vu seraient en deuil. Que bon, voilà, dès qu'on entame, dès que le recours est traité de recevable, il y a le débat qui se fait dans le fond. Il y a le rapporteur qui présente son rapport aux autres conseillers, et puis on écoute le requérant, le débat se fait, et puis finalement, la Cour se retire et statue. Donc, au lieu qu'on aille vers ce processus-là, pour beaucoup, c'est un processus qui ne serait forcément pas profitable aux populations, parce qu'ils se disent, dès que la Cour tranche, il n'y a plus rien. Très bien. Voyez-vous? Oumar Diandjou, bon, quand je réfléchis, moi, je ne comprends pas, lorsqu'on inscrit dans notre Constitution que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie, et que la Constitution, c'est la Constitution qu'on a révisée, et qui est en vigueur maintenant, qui comporte cette phrase-là, et qu'après on commence par parler de 3e mandat ou pas, ou bien de nouvelle république, moi, ça m'amène à me poser beaucoup de questions. Je me dis, pourquoi certains sont allés à l'école? Je me dis, est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'ils réfléchissent? Oui. Est-ce qu'ils ne veulent pas donner raison au président qui pense quand même que quand le président parle de désert de compétences, ce n'est pas seulement dans son sens premier, mais parfois les intellectuels n'approfondissent pas les choses, n'analysent pas les choses. Et l'autre président, je parle du feu président Mathieu Kérékou, avait déjà parlé d'intellectuels tarés. Intellectuels tarés, de cadres cadrés. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas bien les choses. En fait, ce que moi je comprends d'abord, avant tout propos d'abord, je vais dire, fin de débat clos, passons à autre chose. Ça, c'est d'abord ce que la Cour nous dit. C'est terminé, passez à autre chose. Moi, j'entends ça comme ça. Maintenant, par rapport à tous nos confrères d'abord qui écrivent des choses, la Cour déboute, la Cour met à la poubelle, la Cour fait ci, la Cour estime que comment on appelle la requête est indigne. J'ai vu des choses, mais c'est incroyable. Ça, c'est de l'impéritie. Je le dis et je le répète. Je ne veux plus de ça dans ce métier-là. Il faut qu'on soit vraiment professionnel à un moment. On n'a pas envie. On n'a pas envie, prier pour moi si vous voulez, je dis amen, on n'a pas envie, je ne sais pas si vous comprenez, de voir cette presse-là encore. Juste parce qu'on veut vendre, voilà, on écrit tout ce qu'on veut.
la Cour dit que la requête de M. Laïndé Christian est irrecevable. Et l'explication est bien claire. La Cour n'est pas une école ou bien une chaire de droit constitutionnel pour venir expliquer aux populations ce qu'il y a dans la Constitution. Il y a des écoles pour ça. Vous voulez comprendre la Constitution, vous voulez des explications de la Constitution, ok, allez-y. Allez faire le droit à l'université. Allez faire le droit à l'université, allez voir les professeurs de droit, invitez-les sur des plateaux. Enfin, faites tout ce que vous voulez, allez comprendre les textes comme vous voulez. La Cour n'est pas là pour ça. Elle juge les contentieux, elle règle les contentieux, elle prend des décisions par rapport à des contentieux. Il n'y a aucun contentieux, il n'y a rien. Vous vous êtes assis et vous prêtez une intention à quelqu'un. Tout le temps, pour vous, votre travail, c'est s'asseoir et de dire tel qu'il marche là, c'est celui qui va passer à gauche. Parce qu'il a mis son chapeau là, à droite là, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'a pas dormi chez lui. C'est un signal qu'il envoie. Il a trompé sa femme. Et on fait comme ça des polémiques qui n'ont pas de sens. On prête des intentions aux gens chaque matin. Moi, c'est comme ça que je vois. Le monsieur s'est exprimé, le chef de l'État s'est exprimé à plusieurs reprises par rapport à cette, par rapport à cette histoire de troisième mandat. Mais on continue d'en faire de toute une polémique. Il a même insisté pour dire, j'ai bien dit second mandat. On n'arrive pas, moi je n'arrive pas à comprendre personnellement. Et au passage, on ne dit pas second et dernier. Voilà, je n'arrive pas à second. Comprendre. Quand il y a de second, il n'y a plus de troisième. On dit second, il n'y a plus rien. On ne dit pas second et dernier, c'est second. Voilà. Donc la Cour, au-delà de tout ça, de l'irrecevabilité de comment on appelle, de la requête de M. Laïndé, je pense que ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est qu'il n'est pas bon de commencer à se prêter des intentions, de commencer à regarder telle ou telle autre personne et ces agissements-là vont conduire à ci. Non. Non. Ayons confiance un tout petit peu quand même. Ayons confiance un tout petit peu et observons, regardons comment les choses se passent. Laissons l'autre travailler, laissons-le aller jusqu'au bout de son mandat dans la tranquillité, dans la quiétude. La tête tranquille pour qu'il puisse finir donc, tout ce qu'il a établi comme programme. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. En 2005, si vous partez regarder dans le PAG, il y a beaucoup de choses qui sont programmées encore. En 2025. Non, je dis, en 2025, il y a beaucoup de choses. Avant d'arriver à 2026, il y a beaucoup de choses encore qu'il a envie de faire. Donc, laissons travailler jusqu'au bout. Et la Cour est là, les juges sont là, toutes les juridictions sont là, tout le monde observe. Dès l'instant où même la Constitution elle-même a déjà mis tous ces garde-fous-là, en mettant ces différentes juridictions-là en place, normalement, on devait normalement s'asseoir et attendre. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, à chaque fois, les gens, pour un troisième mandat, manipulent manipulent donc la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est vrai, on peut se poser des questions, mais pas jusqu'à on fait des polémiques qui enflent et qui ne finissent pas de créer comment on appelle l'inquiétude dans les cœurs des populations. Donc il faut s'enfle. Voilà, à un moment, il faut laisser les gouvernants travailler. Il faut les laisser travailler. Hugues-Hector Zogo, les ministrations, un projet mort-né. Avant d'en parler, le nouveau directeur général de la police républicaine sera installé officiellement dans son fauteuil aujourd'hui. Je voudrais nommer le contrôleur général de police, Brice Aloanou. Et quels sont les défis qui l'attendent? Énormément de défis. Le tout premier défi, c'est de pouvoir remobiliser la troupe et de lui faire comprendre qu'elle doit demeurer une police qui se met effectivement au service des communautés. Vous savez, il y a quelques années en arrière, un véritable travail a été fait pour que le citoyen béninois, dès qu'il voit un homme en uniforme, en l'occurrence un policier, qui ne puisse pas avoir peur. Mais c'est de plus en plus, je pense qu'on est en train de perdre encore cette valeur-là. Et au point où, dès que des citoyens voient le policier aujourd'hui, il y a une certaine peur à la limite. Voilà. Alors que le policier, il est là pour assurer la sécurité du citoyen béninois. Donc, c'est avec plaisir que le policier doit côtoyer le citoyen et le citoyen doit aussi côtoyer le policier. D'ailleurs, on dit qu'aujourd'hui, il faut coproduire la sécurité.
ça voudrait dire que le citoyen, dès qu'il a une information assez sensible, il n'hésite pas à s'approcher d'un agent de police pour partager l'information avec lui. Il n'hésite pas à se rendre au niveau d'un commissariat de police pour partager l'information avec les éléments qui sont de garde. Mais tel que ça se passe depuis un moment où on sent un peu de brimade dans les comportements, ça fait que les populations parfois restent réticentes et ne collaborent plus. Donc ça, c'est le très grand défi aujourd'hui qui attend le contrôleur général. Et vous savez, on ne fait pas des nominations à ces postes-là juste par simple coup de baguette magique. Donc si aujourd'hui, l'ancien directeur général de la police républicaine, qui est déjà admis à la retraite, va pouvoir faire valoir effectivement ses droits à la retraite et pouvoir se reposer, parce qu'il a été vraiment là à servir la République pendant une trentaine d'années. Oui. Si aujourd'hui donc le chef de l'État trouve qu'il faut un autre officier supérieur à la tête de notre police républicaine, c'est sans doute parce qu'il a vu les défis sécuritaires qui se présentent à notre pays. Donc pour moi, c'est le grand défi à pouvoir relever. Le second défi, sans doute, c'est de travailler pour que nos policiers puissent se retrouver aussi dans de meilleures conditions de travail. Quand je parle de meilleures conditions de travail, je veux parler des véhicules roulants, par exemple, qu'il faut mettre à disposition de nos commissariats. Parfois, il y a des commissariats de police où les véhicules sont tellement vétustes. C'est vrai qu'on a beaucoup de défis à relever pour le pays et c'est le même gouvernement qui doit tout faire à la fois. Mais il faut que le contrôleur général, dès sa prise de service en tant que directeur général de la police républicaine, puisse acter ces notions de diplomatie pour que nous puissions, pourquoi pas, avoir des partenaires qui nous accompagnent à davantage équiper nos commissariats de police de moyens, et que le salaire de nos policiers, que ce soit un salaire qui soit amélioré. Parce que vous savez, c'est une corporation où les gens ne font pas de la revendication comme les autres corporations. C'est assez strict. C'est assez strict. Mais voilà que c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui se retrouvent à être en éveil au moment où nous autres paisibles populations, nous nous retrouvons à dormir. Donc il faut quand même essayer de travailler à leur permettre d'obtenir le minimum dont ils ont besoin pour avoir la paix du cœur. Parce que dès que le policier a la paix du cœur, il n'y a pas de raison à ce qu'il se comporte très bien, qu'il assume convenablement la mission républicaine qui lui est dévolue et que nous puissions continuer par applaudir pour dire nous avons une police républicaine digne du nom. En tout cas, c'est le vœu qu'on puisse lui souhaiter, qu'on puisse lui porter. Et on espère qu'il puisse avoir aussi, au niveau de la hiérarchie policière, de très bons officiers supérieurs, de très bons officiers, de très bons éléments qui l'aident dans la réalisation de sa mission républicaine, parce que c'est très important. C'est un travail d'équipe. Il y a des hommes qui peut-être avaient travaillé avec le directeur général sortant, qui ont suffisamment de compétences, qui vont peut-être être maintenus à leur poste. D'autres seront appelés à occuper d'autres postes encore plus stratégiques. Mais le plus important, c'est que la cohésion au sein de l'équipe soit maintenue et qu'à la fin, ce soit le Bénin qui s'en sorte grandi. Très bien. Oumar Diandjou, oui, le directeur de la police républicaine va prendre fonction officiellement aujourd'hui. Hugues Hector Zogo a abordé les défis qui l'attendent.
Oui, les défis sont... Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, les défis sont colossaux. Les défis sont colossaux. Maintenir toujours la paix et la quiétude que nous avons sur le plan sécuritaire. On se lève le matin, on vient à notre travail sans se soucier de quoi que ce soit. On dort tranquille dans nos maisons. C'est grâce au bon travail donc de nos agents de police. Et ça, c'est à saluer, mais d'une manière mais exceptionnelle. Parce que depuis quelque temps, si vous regardez très bien, il y a beaucoup de choses également qui sont faites au niveau de la police. On voit que les réformes ne sont pas seulement faites au niveau politique, mais il y a beaucoup de réformes également qui touchent également nos administrations, notamment et sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Regardez le comportement aujourd'hui de nos policiers, il y a une grosse amélioration. Avant, quand tu prenais un taxi de Cotonou comment on appelle, à Alada, mais les checkpoints sont énormes. À chaque fois, c'est tout le temps, comment on appelle, les petits sous que les chauffeurs de taxi donnaient dans le temps et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Bien au contraire, les policiers sont très présents sur nos avenues, dans nos rues. Quelquefois même, il y a des patrouilles à moto. En traversant tout le territoire. Donc, vous les voyez ils vraiment... sont au bord des voies, dans le pick-up. Voilà, vous les voyez vraiment partout. Voilà, il y a ces patrouilles-là également qui, quelquefois, ça rassure vraiment la population par les temps qui courent. Ils ne sont jamais loin. Voilà, avec la barbarie qui est vraiment à nos portes, c'est rassurant de voir que l'État pense à la sécurité donc, des populations. Je pense que l'un des défis donc, de nouveau DGPR, c'est ça, hein, de nouveau DGPR, ça sera de maintenir donc, ce niveau-là de sécurité que nous avons aujourd'hui au Bénin. Continuer à travailler et également peut-être réfléchir à l'amélioration, c'est vrai, de travail, des conditions de travail, mais de vie également de ces soldats-là qui assurent donc la sécurité dans notre pays. C'est des personnes qui, enfin, eux, ils sont prêts à se donner pour que nous ayons la paix et la quiétude. Vous voyez, donc c'est des personnes que nous devons chérir, à qui nous devons donner le maximum, tout ce qui leur est dû, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Et je pense qu'il faut le faire. Maintenant, dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, et on en a parlé, il y a des choses aussi à régler. Il y a des agents à ramener à l'ordre, il y a beaucoup de choses à faire. Et tous ces défis-là, je pense que le nouveau DGPR est conscient également de tout cela. Et même s'il n'est pas conscient, je crois qu'à la passation de service, l'ancien va lui toucher quelques mots et lui dira, écoutez, il y a des défis qui sont là, il faudra faire ci, il faudra faire ça, pour toujours correspondre à ce que les autorités attendent de nous, pour toujours correspondre à ce que le peuple attend de nous. En 2 minutes, l'administration, un projet monnaie. Oui, moi j'ai l'impression que c'est un projet monnaie, parce que moi j'avais beaucoup d'espoir par rapport à cela. Je suis très mal vu quand je sors de ce plateau, à chaque fois qu'on a parlé d'essence Bayor. Ah bon? Oui, on m'attaque. Ah. Pas attaque de manière... Qui vous a attaqué? Voilà, des amis peut-être qui me suivent, des gens qui me suivent, ils ne sont pas d'accord avec ma position. C'est pourquoi je dis cela. Quand je dis aux gens, arrêtons le Kwayo par exemple, on me dit non, et les gens de Kwayo vont manger quoi? Et nous-mêmes là, toi-même là, tu prends ton essence ou tout ça? Je dis oui, c'est ce raisonnement-là qui va faire qu'on va continuer dans cette médiocrité, dans ce qui est illégal, dans ce qui n'est pas formel. On va continuer dedans comme ça. Parce que tout simplement, on se dit qu'on ne peut pas faire mieux. Une fois qu'on a ceci, restons là. C'est la débrouillardise, on va continuer à se débrouiller comme ça. Non, moi j'estime qu'à un moment, il faut prendre conscience et arrêter un certain nombre de choses. Et je pensais qu'avec les mini-stations, on allait pouvoir aboutir à ce rêve-là que j'ai. C'est-à-dire ne plus voir les vendeurs d'essence le long des voies. Voilà, les transformer en des gens qui vendent dans des stations, les transformer leur commerce en un commerce vraiment formel pour ceux qui veulent rester dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sécurité ainsi. Ils ne seront plus exposés non seulement à, comment on appelle, à l'odeur de l'essence qu'ils inhalent tous les jours comme ça et qui les rend complètement malades. Ça, c'est un. Et de temps en temps, on paie quelques bras valides comme ça à cause de l'essence Bayor. Quelquefois, même des gens qui n'ont rien demandé. Peut-être qu'il est de passage au moment où il y a peut-être l'explosion, au moment où ça prend feu. Et à chaque fois, des gens meurent comme ça. Moi, je pense qu'à un moment, il faut penser à tout ça. Donc, ce projet de mini-station, il faut le repenser.
Je ne sais pas qui en a eu l'idée. Si c'est le président de la République, il faut le repenser et le ramener. Voir comment est-ce que c'est faisable et ramener tout ce monde-là qui est dans le Payor dans des stations, dans une activité qui cette fois-ci sera plus formelle et donc permettra donc de gagner non seulement sur le plan même de l'embellissement de nos villes, de ne plus voir toutes ces bêtises-là, mais de désormais avoir beaucoup plus de sécurité pour les personnes qui vendent de l'essence et aussi pour les populations qui de temps en temps perdent la vie. Parce qu'il y en a des gens comme ça qui ont perdu la vie parce qu'il y a ces trucs-là qui ont explosé. Beaucoup, avec les enfants. Voilà, donc il faut revoir le projet d'administration. Hector Zogo, faut-il revoir ce projet? Est-ce un projet mort-né ou bien c'est un projet que les intéressés ne prennent pas à bras le corps? Heureusement que vous avez abordé ma réponse à travers votre deuxième pervention. Je lis à travers vous parce qu'en vos fait, intentions. Vous savez, ce projet, c'est un projet magnifique. Je vais vous présenter un tableau qui m'est venu tout de suite. En 2 minutes. À l'esprit. Regardez le chef de l'État qui doit pouvoir se déplacer de Cotonou pour la GDIZ, par exemple. Vous verrez les minutes à suivre dès que les gens sont informés que le chef de l'État doit emprunter cette voie-là. Les minutes d'après, vous constaterez que toutes les personnes qui vendent de l'essence frelatée, c'est-à-dire l'essence Payor au bord de la voie, ils vont tous disparaître. Qu'est-ce à dire? Pour aller où? Ils savent là où ils vont. Ils arrangent tout de suite leur étalage. Ça voudrait dire que même ils sont conscients du fait que ce qu'ils font là, ça ne devrait pas se faire. L'État constate que vous vous retrouvez dans de mauvaises conditions par rapport à votre activité. L'État prend la décision de mettre à disposition des mini-stations. On vous demande simplement de vous inscrire pour qu'on mette... C'est pas aussi simple que ça. De toutes les façons, les informations que j'ai... Si vous voulez, allons nous inscrire, on verra si demain on viendra placer les trucs. Il faut sortir de l'argent. Rien n'est aussi facile que ça. Je disais qu'il faut repenser ce que je voudrais dire, vous savez, quand on parle de vendeur d'essence frelatée, ce n'est pas forcément celui qui vend. Moi, je ne vois pas forcément celui qui vend 10 litres au bord de la voie. Le petit détaillant. Vraiment le petit détaillant, je ne le vois pas. Les grossistes qui sont derrière. Je vois celui qui vend peut-être. Voilà, le grossiste. Oui. Donc, ces mini-stations-là, en l'occurrence, c'est d'abord pour ces grossistes-là. D'accord, je suis là, voyez-vous. Donc, si ces grossistes-là peuvent déjà commencer, parce que regardez, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas autant de stations dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont compris que dans le carburant, ils peuvent se faire aussi du profit. Et donc, ils ont commencé par aller dans le secteur. C'est vrai que c'est suffisamment de moyens financiers, mais ils le font. Bien qu'ils fassent des investissements, même si c'est sur 2 ou 3 années, plus tard, ils vont quand même commencer par entrer en possession de leur capital ou bien de leur investissement. C'est de la même manière que ces grossistes-là aujourd'hui ont grand intérêt. Est-ce que vous êtes content quand vous voyez la police débarquer pour ramasser des bidons d'essence et partir? Vous les voyez tout malheureux. Vous voyez ces commerçants-là tout malheureux. Est-ce que moi je suis content? Vous avez... Est-ce que moi je suis content, dites-vous? Oui, c'est une question que je pose. Moi, je me pose la question. Est-ce que la police, elle est contente? Est-ce que la police même est contente de faire ça? C'est malgré elle qu'elle le fait. L'essence qu'elle ramasse, ça passe où après? Mais je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. C'est une investigation que je vous demande de faire. Là. Oui, bon, on va travailler sur le projet. Mais je pense aussi que ce n'est pas de... Sur le projet de disparition des bidons d'essence? C'est comme la drogue. Quand on arrête la drogue, qu'est-ce qu'on en fait? On brûle. On a brûlé quel bidon d'essence où on a vu? Même la télé montre. Mais c'est de la même manière, c'est ce que je voudrais vous dire. C'est de la même manière. Ce que vous dites là, c'est un défi que vous lancez comme ça au nouveau directeur général de la police républicaine. Où est-ce que les bidons? De faire comprendre... L'État peut la saisir, il peut saisir aussi la cargaison. Oui, ça existe. L'État peut. J'ai dit, où est-ce que les bidons passent? Oui, mais je vous donne une piste déjà. Peut-être que l'État saisit. C'est pourquoi moi je dis... Si l'État saisit... C'est pourquoi je dis que le nouveau directeur général de la police républicaine, voilà un grand défi
que vous lui confiez. Pour nous dire où se passent les bidons. Puisque vous êtes là... Parlons d'administration. Mais nous sommes dans le débat. Bon, parlons d'administration. Allez, on va finir. On va finir pour observer une coup de pause. Non, on va espérer. Hein. Vraiment, c'est un projet très bien pensé. Mais malheureusement, le projet est mort-né. Ah, sérieux? Oui. Vous avez vu les mini-stations où? Il y en a. Sur la nouvelle. Moi, j'en ai vu une sur la nouvelle voie. Vous envoyez même d'installer. Mais celui qui a peut-être demandé à ce qu'on l'installe, la personne ne l'utilise plus. Il y en a même une mini-station un peu vers l'Étoile, la voie pavée qui tombe directement sur une banque là-bas, c'est de Saint-Rita là. Oui, c'est sûr. J'en ai vu là. Peut-être aussi qu'il faudra initier un reportage, en tant que rédacteur en chef, il faudra initier un reportage aussi pour que ces personnes-là qui ont des mini-stations puissent dire comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces mini-stations, pour peut-être éveiller la conscience des autres. Non, c'est ça que je disais, il fallait juste s'inscrire. Et puis, ce n'est pas des mini-stations qui sont vendues. Vous ne payez rien à l'État. L'État les met gracieusement à votre disposition. Voilà. Oui, on va s'informer parce que si c'était ça, je pense que ça allait pulluler. Non, c'est ce qui s'est passé. Ce qui n'est pas le cas. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour éclairer la lanterne des certains, ceux qui sont déjà dans l'informel, habitués à l'informel, on va leur dire de se formaliser. Vous voyez, ça peut être des choses qui vont les décourager. Encore qu'il y a certains, quand ils voient que plus rien ne marche, ils commencent avec 5 litres et puis... Ils cherchent une bouteille et puis ils restent là et puis ils commencent ainsi le commerce. Merci à vous. Merci Hugues Zogo, merci Oumar Adéanjou pour vos avis par rapport donc à ces titres pêle-mêle ce matin écrits par les quotidiens.